Enfance, le recul sur le recul, du 26 juin 2018. L'éducation bienveillante doit être d'abord cybernétique, avec un C, puis cybernétique, avec un S. Sinon, elle n'est pas. Puisque, comme l'a montré Jean-Jacques Wittezel et avant lui Gregory Bateson, l'homme est relationnel, construire son corps ne peut s'envisager sans la construction de ses relations. Tout ce qui affecte vos relations va affecter la qualité de votre entraînement, la manière dont vous vous y investissez, déterminer la dose de respect de soi ou d'autodestruction que vous allez y mêler. Et si l'on regarde notre construction, en étudiant les références spécifiques, on comprend assez vite que l'enfance est un élément central de la construction de soi, de la construction du présent et du futur. Pour croître et durer, vous devez envisager les relations à l'enfance. La vôtre, celle des autres, celle de vos propres enfants. Voici 3 commentaires rassemblés ici, destinés à vous faire prendre du recul, et donc vous rendre plus apte à établir des relations épanouissantes. À quoi bon se muscler frénétiquement si on passe sa vie à souffrir, sans savoir aimer, sans savoir être aimé? Citation 1. Se forcer à mettre de côté nos propres sentiments, ce n'est pas de l'éducation bienveillante. Pourquoi se refuser à soi ce qu'on veut absolument pour tous les enfants, c'est-à-dire le droit d'avoir les émotions et qu'elles soient reconnues? Voir le parent comme devant se sacrifier est ne rien avoir compris à l'humain, à son fonctionnement, et c'est encore le signe qu'une idéologie est à l'œuvre. Quand mon enfant pleure depuis un bon moment, plusieurs fois dans la nuit, et que mon système nerveux central est littéralement agressé, que je suis épuisé, je traverse un moment difficile. Lui et moi traversons un moment difficile. La question est de savoir comment le traverser au mieux à 2. Se focaliser sur l'enfant et s'oublier est signe d'une mémoire traumatique de l'adulte qui a été mise de côté. L'adulte continue à se faire ce que ses parents lui ont fait, c'est-à-dire le mettre de côté, au nom du bien. Il faut vraiment se pencher sur cette peur immense de créer une mémoire traumatique à l'enfant en oubliant la nôtre. L'éducation bienveillante, idéologisée, est une autre forme de fuite de soi. Citation 2. J'ajoute que le parent peut traverser un moment bien plus difficile que son enfant. Je m'explique. Un enfant pleure pour exprimer son inconfort. Il pleure pour se décharger aussi. Pleurer n'est donc forcément le signe d'une immense souffrance pour un bébé ou un enfant. Par exemple, si mon fils de 3 mois se met à pleurer à chaudes larmes, c'est peut-être juste parce qu'il n'a pas de suite à manger, le temps que maman s'installe, ou parce que, quand on le change, la différence de température le stresse. Il pleure comme si c'était la fin du monde. Il fait peine à voir. Mais ce n'est pas la fin du monde. Et ce qu'il vit n'est pas d'une extrême gravité. Si le parent se projette dans son enfant sans recul, il aura l'impression de voir un enfant torturé à mort. Sur l'échelle de la difficulté à vivre, ce n'est pas un moment très difficile, à peine difficile. Par contre, moi, si je n'ai guère dormi, si des facteurs X ou Y me stressent beaucoup, si ma mémoire traumatique refait surface suite à la fois à son comportement et d'autres tensions, alors je vis un moment bien plus difficile que lui, même si je ne pleure pas comme si c'était la fin du monde. Et si j'ai une soudaine envie de violence, il faut la laisser remonter, la vivre, ne pas la condamner. C'est moi. C'est ce qui me permet de ne pas garder trop de tension en moi, et évite d'être à terme un parent maltraitant par fuite de soi, par répression de soi, et donc avec à la clé des violences sur l'enfant qu'on va zapper, oublier, nier. Le parent bienveillant devient alors négligent, brutal, méchant, tout en continuant à avoir en public un discours mensonger et hypocrite, qui le valorise, en instrumentalisant l'enfant. Il y a plein de façons de faire du mal à son enfant, tout en faisant mine de ne pas le voir. Ce qui compte, donc, c'est le recul sur soi, sur l'autre, sur son enfant. Parfois, quand c'est le parent qui traverse le moment le plus difficile, alors l'enfant peut attendre un peu. Le temps qu'on expulse, qu'on se recompose, qu'on se sente mieux, à nouveau disponible, pleinement aimant. Je le répète, ceux qui se forcent juste pour se définir comme bons finiront par faire du mal à leurs enfants d'une façon ou d'une autre. Citation 3. On est bien souvent la mesure de sa propre souffrance. Ce qui compte, c'est que toi tu saches appréhender la gravité de la situation et que tu adaptes ton fonctionnement à cette évaluation. L'enfant, lui, veut être soulagé, immédiatement. Parfois ce ne sera pas possible, parce que même si tu le veux, il n'y aura pas de soulagement immédiat. Maladies et pathologies diverses, gènes diverses et contraintes familiales. Parfois, on peut en conscience refuser de le soulager immédiatement, car le faire lui ferait à terme plus de mal que de bien. Ce sont des rétroactions destructrices au sein du système familial. Cela demande de se connaître soi et d'avoir des connaissances en cybernétique, afin de faire les bons choix. Je vais tenter d'être le plus clair possible. Tout le monde, en éducation bienveillante, admet l'existence
et donc la contrainte irréductible des pleurs de décharge. Quand on a tout donné à son enfant, même sa vie, qu'on s'est sacrifié pour être bon, reste encore des pleurs qu'on ne peut soulager. Merde alors. Alors on appelle ça pleurs de décharge, en souriant, sans se poser trop de questions, une fois qu'on connaît ce rassurant concept. Car cette appellation n'entame pas notre statut de bon parent. C'est drôle, non ? Bizarrement, ou non, quand un système familial fonctionne bien, quand il y a de l'amour, quand les parents ne sont pas angoissés, quand ils savent hiérarchiser les priorités, quand ils avancent dans leur propre mémoire traumatique, les pleurs de décharge, il y en a rarement. Les pleurs de décharge sont des pleurs qu'on ne peut, en apparence, soulager. Et qu'il pleure ainsi ne va pas lui créer une mémoire traumatique. S'il pleure parce qu'il doit attendre un peu, non pas parce que tu es égoïste, infâme parent, mais adapté aux contraintes du moment, et que tu lui montres le reste du temps amour, affection, consolation, alors il n'aura pas de mémoire traumatique. Si ton premier s'explose la tête en se cognant sur le carrelage en chutant et que tu dois faire patienter le petit dernier, vu que tu emmènes le premier à l'hôpital, si tu sais ensuite l'aimer, le consoler, il n'aura pas de mémoire traumatique, suite à cet horrible abandon temporaire. En fait, quand on bosse sur sa mémoire traumatique, afin de se reconnecter, on parvient peu à peu à être au plus proche des besoins de l'enfant, de soi et de l'autre. Et la hiérarchisation des priorités devient évidente. C'est quand on fait tout avec sa tête qu'on projette sur l'enfant et qu'on ne le voit pas comme il est. On gère alors les relations de manière cérébrale, absolue et décontextualisée, inféodée à des concepts plutôt que nourris par eux. Comme le dit Edgar Morin, la notion élucidante devient abétissante, car non questionnée. On entre en religion avec l'enfant, pour son bien. La peur de lui créer une mémoire traumatique va entièrement dominer notre vie. Le désir d'être bon, d'être un bon parent, nous taraude constamment et nous soumet à un dogme impensé. Et nous allons être objets à son service, suite logique de l'objectivation qui a été faite de nous par nos parents. Beaucoup de prosélytes de l'éducation bienveillante devraient se demander d'où vient leur fort désir d'être objet au service de l'enfant. La réponse se trouve dans leurs fondamentaux idéologiques, la mémoire traumatique impensée qui les gouverne.